Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour une vidéo, donc un point de marché qui arrive peut-être un petit peu tardivement dans le week-end. Ouais, j'ai eu on a été pas mal à droite et à gauche en début de week-end. Et là, il fait beau, du coup, les enfants nous ont sollicités. Donc voilà. Mais on a pas mal de choses à partager. Alors, ce point de marché, évidemment, n'est pas forcément très réjouissant. Comme le titre l'indique, c'est Winter is coming, hein, donc l'hiver s'en vient. Parce que effectivement la situation n'est pas très bonne, hein, que ce soit au niveau économique, monétaire, géopolitique également, hein, on va le voir. Il y a eu des choses qui sont pas très réjouissantes et dont même certaines qui sont tombées hier, un samedi. Donc finalement, c'est pas forcément si mal que je vous fasse ce point de marché le dimanche. Donc, euh, donc voilà. Alors, toujours hein, les disclaimers. Hein, donc, faut vraiment, en matière d'investissement, il faut y aller, on va dire, avec beaucoup de précautions, se former ou se faire accompagner, ou les deux. Mais faut pas y aller seul comme ça si on n'a pas de temps à se consacrer et si on n'a pas le bagage nécessaire. Alors, je commence. Hein, l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors, quand même, on commence par une bonne nouvelle, on va dire, durant le 9 mai, hein, donc, qui était la fête de la grande guerre patriotique en Russie. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre de Vladimir Poutine, hein. Certains analystes le craignaient, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Néanmoins, la situation pourrait quand même s'envenimer avec le souhait d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Donc ça, c'est quand même un risque d'extension du conflit. Par ailleurs, les renseignements généraux américains prédisent que le conflit pourrait s'étendre en Transnistrie, et certains même, à l'extrême, on va dire, pensent que la Russie pourrait même utiliser certaines armes nucléaires tactiques en Ukraine. Donc ça, ça c'est pas très gai. Premier point. Donc, deuxième point, alors ça c'est une nouvelle qui est tombée hier, un samedi. L'Inde, qui est quand même le deuxième exportateur de blé, a décidé de bloquer ses exportations de blé au reste du monde. Elle a décidé de concentrer sa production de blé pour sa propre population en raison d'une sécheresse historique. Et ça, c'est assez problématique parce qu'on a déjà l'Ukraine, qui est un très, très gros producteur de blé, qui arrête complètement à cause de la guerre ses exportations. Et là, l'Inde emboîte le pas, pas pour les mêmes raisons, mais à cause de conditions climatiques très dures. Il faut savoir que l'Inde, c'est 1,4 milliard de personnes. Et c'est quelque chose que l'on peut comprendre lorsque vous avez des problèmes de pénurie chez vous. Vous allez d'abord utiliser les ressources, surtout alimentaires, pour nourrir votre propre population plutôt que de l'exporter. Et ça, évidemment, on a eu hier, samedi, alors c'est passé inaperçu, évidemment, les pays du G7, hein, États-Unis, France, Royaume-Uni, qui paniquent. On a un gros mouvement de panique parmi les pays, les plus gros pays industrialisés, parce qu'on a quand même deux gros moteurs, deux gros exportateurs de blé qui du coup vont arrêter d'exporter leur blé, sachant que le blé, c'est fondamental, hein, les pâtes, hein, souvent on fait les plats entre guillemets, hein, les plats du pauvre à partir du blé, et là c'est assez compliqué. Donc ça promet des prochaines semaines, prochains mois assez durs dans la vie de tous les jours. Notamment, je pense notamment aux pas mal de pays d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient qui pourraient souffrir de ces nouvelles pénuries à venir. L'actualité macroéconomique, alors on a encore une inflation supérieure aux attentes aux États-Unis. Hein, alors de mémoire, on attendait 8,3, on est arrivé à 8,5% d'inflation annualisée et on se rapproche des 10%. L'actualité monétaire, Christine Lagarde est sous pression, très clairement, parce que Jérôme Powell a commencé à monter les taux. L'euro, forcément, baisse par rapport au dollar. Hein, les déclarations de Christine Lagarde
il y a quelques semaines encore, qui disait qu'il n'y a pas d'inflation, que c'est une inflation transitoire. Donc, évidemment, l'euro a été attaqué. Là, du coup, bah, malheureusement, la patronne de la BCE, elle est obligée un petit peu de rétro-pédaler. Alors, elle ne va pas dire que l'inflation va s'installer pour de bon, mais voilà, certaines voix commencent à laisser entendre que la Banque centrale européenne va monter les taux à partir de l'été prochain. L'actualité sanitaire qui n'est pas non plus réjouissante, avec des confinements qui se poursuivent en Chine. Et certains se demandent, est-ce que ce n'est pas une stratégie, est-ce que la Chine n'utilise pas le prétexte du Covid pour mettre la pression sur l'Occident? Voilà, ça c'est là-dessus, il y a un débat. Certains, par exemple, comme Charles Sana, pensent que la Chine utilise le Covid comme prétexte pour, entre guillemets, embêter les Occidentaux. D'autres, comme Olivier Delamarche, pensent que c'est pas forcément ça, hein, c'est plus une vraie mauvaise gestion de l'épidémie du Covid. Enfin bref, toujours est-il que ça aussi, ça fait des pénuries en plus, hein, des pénuries de semi-conducteurs, des pénuries de produits manufacturés qui s'ajoutent aux pénuries de matières premières alimentaires et de matières premières énergétiques en provenance de Russie. Voilà, donc c'est pas très réjouissant. L'actualité politique, la bataille s'engage pour les législatives entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon souhaite forcer le président de la République à faire une cohabitation pour éviter, alors toujours hein, selon Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait de la casse sociale, parce qu'évidemment, selon donc la France insoumise qui a réussi à faire une coalition avec une grosse partie du Parti socialiste, du Parti des écologistes et du Parti communiste. Donc selon toutes ces personnes, elles nous prédisent que si Emmanuel Macron obtient la majorité, il pourrait y avoir, les salariés seront pieds et poings liés et que du coup, cela avantagerait, toujours selon eux, attention, je mets des guillemets, le grand patronat et les investisseurs, hein, les capitalistes. Voilà. Donc pour l'heure, les sondages donnent le parti de Emmanuel Macron toujours en tête, mais à voir, hein, ça c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur les marchés. Si Jean-Luc Mélenchon et son parti gagnent les législatives et forcent Emmanuel Macron à une cohabitation, on pourrait avoir un krach obligataire assez violent et on pourrait avoir des taux français qui risquent d'aller très rapidement au-delà de 2%, voire 3%. Parce que évidemment, dans la doctrine de Jean-Luc Mélenchon, c'est voilà, on met un holà aux contraintes européennes, on donne du pouvoir d'achat aux salariés, on augmente les salaires, on taxe le capital et les patrons. Et ça, évidemment, les investisseurs, hein, les boursiers, quelque part, ceux qui ont la dette de la France, hein, les marchés financiers ne vont pas apprécier. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas c'est pas le sujet. Je dis juste voilà qu'il y a il va y avoir en fait on sait qu'il y a de l'inflation très clairement. Maintenant, c'est qui va payer l'inflation. Donc évidemment, certains veulent la faire payer plutôt aux salariés ou aux consommateurs, on va dire, aux salariés. Donc ce serait plutôt a priori le parti d'Emmanuel Macron. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, veulent que cette inflation soit payée par les grands groupes, les grands patrons et les investisseurs. Voilà, je ne dis pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est juste, voilà, il va y avoir un conflit. Cette inflation, il faudra bien la payer un jour. Reste à savoir qui doit la payer. Et en fonction finalement de où on se situe, hein, est-ce qu'on est chômeur, est-ce que l'on est salarié, est-ce que l'on est un gros patron ou un investisseur, suivant le politique, la majorité qui va sortir des législatives, ça ne sera pas les mêmes personnes qui payeront l'inflation. Voilà. Alors, j'enchaîne avec les marchés financiers, les taux. Alors, on a enfin une reprise de souffle. Les taux qui après avoir dépassé les 1,50 rebaissent. On a un reflux des taux des OAT françaises. Mais attention, pour le moment, c'est plutôt un reflux, on va dire, technique. Tant qu'on ne descend pas en dessous de 1,20, on ne peut pas parler de changement de tendance sur les taux. Là, on a une pause technique dans la hausse des taux. Maintenant, il faut voir de quoi sera fait l'avenir, mais pour le moment, c'est juste une accalmie dans la flambée des taux que l'on a connu, que l'on connaît maintenant depuis maintenant plusieurs mois, qui s'est accélérée ces dernières semaines.
Pareil aux États-Unis, le taux américain 10 ans a échoué à franchir le seuil des 3,30. 3,30, ça a été le seuil qui a été atteint en 2018, qui avait provoqué un mini crack sur les marchés. Là, les taux sont remontés, on a été vers 3,10, 3,15 et on est redescendu un petit peu en dessous de 3%. Mais là encore, c'est qu'un reflux technique pour le moment, à voir un petit peu comment les marchés de taux vont évoluer. Soit les taux continuent à baisser et là, ça veut dire que le marché nous envoie un signal comme quoi l'inflation devrait se calmer un petit peu, voire laisser place à une récession. Soit les taux continuent à monter et là, évidemment, ça sous-entendrait une poursuite finalement des resserrements monétaires et de l'inflation. Alors, on va parler maintenant du Forex, du marché d'échange. Ça a été très, très compliqué pour l'euro cette semaine. L'euro-dollar qui casse le seuil à la baisse des 1,05. Et là, plus aucun seuil technique ne peut empêcher l'euro d'aller à la parité. Maintenant, on a vraiment, on est même en dessous de 1,04, 1,0386. Enfin, ça dépend des brokers, ça dépend, voilà. Mais on a fini la semaine dernière à autour de 1,04. On a quand même franchement cassé la barre des 1,05. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que la prochaine zone, on va dire, c'est la parité. Et ça, alors si c'est bon, peut-être pour les exportations européennes, c'est franchement pas bon du tout pour les consommateurs parce que la plupart des produits, le maïs, le blé, le pétrole sont libellés en dollars. Et à chaque fois que l'euro perd face au dollar, c'est autant d'inflation importée qui vient se rajouter sur le dos des Européens. Alors, pas grand-chose par contre à noter sur les parités de l'euro contre la livre sterling et le franc suisse. Pour le moment, c'est assez flat, comme on dit. Il n'y a pas eu grand-chose. C'est plutôt le dollar qui s'est apprécié cette semaine que l'euro qui s'est effondré. Alors maintenant, on va passer au marché boursier, les marchés actions. Donc, on a eu cette fois-ci, clairement, on a la validation de l'enfoncement du seuil des 6400 points. Clairement, le CAC 40 a enfoncé les 6400 puisque la semaine dernière, il n'a jamais pu retoucher ce niveau-là. Le CAC 40 a même été tapé les 6100 points avant de rebondir sur ce niveau. Ça, j'avais évoqué le fait que le CAC 40 puisse descendre jusqu'à 6100, voire un peu en dessous, avant de remonter. Je rappelle, 6100, c'est le niveau, c'est le record du CAC 40 en 2007, avant la crise des subprimes, et le record du CAC 40 avant le déclenchement de la crise du Covid en mars 2020. Voilà. Donc là, on a rebondi sur ce niveau qui est devenu un support important. Néanmoins, attention, le rebond a été très fort. On est remonté carrément à 6350. Mais moi, j'ai deux réserves à ce rebond. Le premier, c'est que ce rebond est en grande partie lié à la baisse de l'euro par rapport au dollar. Il ne faut pas oublier que le CAC 40, donc, qui est libellé en points, en réalité, ces points sont adossés à l'euro. Donc, évidemment, comme l'euro baisse, la valeur, il faut de plus en plus finalement d'euros pour acheter du CAC 40. Et donc, une partie de la hausse du CAC 40, on la doit plus à la baisse de l'euro que finalement à un regain de santé des entreprises françaises ou européennes. Donc là, je fais un petit parallèle, alors même si raison gardée avec les actions turques qui flambent, mais cette flambée des actions turques, elle est davantage liée à l'effondrement de la lire turque qu'à la bonne santé des entreprises turques. Donc là, une grosse partie du rebond du CAC 40, alors il y a la partie technique, on a rebondi sur un support important, mais il y a la partie dégradation de la valorisation de l'euro qui provoque en face une remontée des actions, des actions européennes. Et enfin, deuxième point, c'est un point technique. Et ça, c'est un peu inquiétant, c'est que le CAC 40 va arriver sur une résistance majeure qui est la zone des 6400 points. Et en plus, il rentre, si on regarde le RSI, on rentre dans une zone de surachat. C'est-à-dire que le CAC 40, il est en zone de surachat et en plus, il est en dessous d'une résistance majeure maintenant, qui est la zone des 6400 points, qui a été un ancien support qui a été enfoncé. Donc là, la semaine qui arrive risque d'être assez compliquée pour le CAC 40 et plus généralement sur les indices européens. C'est pour ça que moi, personnellement, j'évite de faire un all-in sur le CAC 40
je fais attention. Même si j'évite aussi de shorter le CAC 40 parce qu'il suffit d'une déclaration de Christine Lagarde pour soutenir le CAC 40. Et là, le CAC peut très, très bien aller très haut juste parce que les banques centrales ont décidé de manipuler l'indice. Ça, c'est possible. Je rappelle qu'il y a des gros patrons qui jouent gros sur les indices, notamment par exemple le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui n'a clairement pas intérêt à ce que la valeur de LVMH s'effondre. Il essaye quand même, il espère encore faire partie d'être l'homme le plus riche de la planète. C'est quelque chose qui est important quand même pour ces gens-là. Et vu son influence auprès des autorités monétaires, il faut faire attention. Donc moi, j'évite quand même de shorter les marchés. Je préfère plutôt moyenner les marchés à la baisse, m'alléger quand les marchés remontent et acheter dès que la volatilité rebaisse, acheter finalement des options sur les actions ou des produits dérivés sur la volatilité. Alors, sur le CAC 40, le Dow Jones enfonce le seuil des 32 000 points et commence à dessiner un début, on le voit là, un début de canal baissier sur l'année. Alors, le prochain gros support pour le Dow Jones, ça va être la zone des 30 000 points qui correspond à l'ancien top qui a été atteint par l'indice US juste avant la crise du Covid. Donc là encore, on est dans un canal, on est dans un début de canal baissier. Donc là, on a une belle réaction au niveau des 31 500 points qui a permis au Dow Jones de finir au-dessus de 32 000 points. Mais pour le moment, on est encore dans du rebond technique de très court terme. Donc on a une tendance de très long terme, on le voit sur le graphique journalier, on a encore une tendance de très long terme positive, haussière, tendance en hebdomadaire ou en mensuel. On a une tendance de court moyen terme qui est maintenant baissière, pas journalier. Et on a une tendance en pas, on va dire, en pas, si on regarde les dernières heures, qui est plutôt haussière, mais c'est un rebond technique. Et attention, on n'est plus très très loin de la zone de surachat aussi sur le Dow Jones. Alors, pareil un petit peu sur le Nasdaq. Le Nasdaq a été enfoncé les 12 000 points pour aller chercher même les 11 500 points. On a eu un beau rebond en fin de semaine dernière, mais là encore, on a l'apparition d'un canal baissier maintenant qui se dessine depuis le début de l'année sur le Nasdaq. Donc là encore, c'est assez inquiétant. On a eu un beau rebond technique, mais vous voyez, même en pas horaire, on est encore sur une tendance baissière. On arrive en dessous d'une résistance qui est quand même assez importante, qui est la zone des 12 500, 13 000 points sur le Nasdaq, qui est une grosse résistance. Et en plus, on est en zone de surachat. Donc là encore, attention, la semaine prochaine pourrait être compliquée sur les marchés financiers. Alors sur le Nikkei, le Nikkei a bien résisté cette semaine. Il a même très très bien résisté, mieux que les indices américains et européens. Mais attention, l'indice japonais reste coiffé par ce canal, cette ligne baissière qui a déjà été entamée depuis maintenant novembre 2021. Donc tant qu'on ne casse pas les 28 000 points, on est encore sur une tendance baissière. Mais la tendance elle est quand même plus favorable qu'en Europe et aux États-Unis, tant que la zone des 24 000 points tient le coup. Alors pourquoi le Nikkei résiste mieux que les indices européens et américains? Alors, ce n'est pas lié à l'excellente santé des entreprises japonaises, c'est lié au fait que la Banque centrale japonaise a clairement décidé d'ignorer l'inflation, la menace inflationniste, et du coup, il n'y a aucune perspective de hausse des taux au Japon. Donc, on a en fait 3 zones. La zone US qui est clairement enclenchée dans un process de hausse des taux. On a une première hausse des taux de 25 points de base, une deuxième hausse des taux de 50 points de base, et les marchés anticipent 3 hausses des taux encore consécutives de 50 points de base chacune. Donc là, on a clairement un resserrement monétaire qui est engagé au niveau américain. On a des paroles, pour le moment, on n'a rien vu, mais on a des paroles qui laissent entendre que la BCE pourrait emboîter le pas en été. Et enfin, au Japon, pour le moment, rien du tout. Ce qui explique qu'on a un dollar qui flambe, un euro qui s'affaisse même fortement, et un yen japonais qui littéralement s'effondre. Voilà. Alors sur la Chine, on a encore eu un rebond sur la zone des 12 500 points. L'indice chinois est venu tester la zone des 12 500 points avant de rebondir et revenir au-dessus des 13 000 points.
attention, hein, les seuils des 12 000, 12 500 points sont très importants. Il ne faut surtout pas casser ce seuil. Pourquoi? Parce que si on casse ce seuil, là, en pas hebdomadaire, l'indice chinois casserait une tendance haussière de très long terme qui date maintenant du début des années 2010. Donc là, attention hein, sur les indices chinois. On a eu un très très beau rebond, peut-être beaucoup plus vigoureux que les indices US, mais on est quand même, les indices US ont de la marge avant de commencer à parler de tendance baissière de long terme, alors que les indices chinois sont déjà en baisse depuis début 2021. Et pour le moment, si on casse les 12 500 points, on mettra fin à une tendance haussière qui date depuis le début des années 2010. Donc pour la Chine, voilà, il ne faut vraiment pas casser le seuil des 12 500 points, alors que le Dow Jones peut se permettre de casser la zone des 32 000 ou des 31 000 points. Autre point, les Américains ont un dollar qui se renforce, donc ils ont une marge de manœuvre pour jouer sur leur monnaie, alors que le yuan chinois est sous pression depuis maintenant 2 bonnes semaines. Le yuan chinois n'arrête pas de baisser contre le dollar. Alors sur l'Inde, c'est vraiment, c'est un peu la bérésina. Hein, après une baisse déjà de 7,5% la semaine d'avant, hein, donc il y a 2 semaines, les actions indiennes ont encore cédé 5%, 5% cette semaine. Et je ne sais pas comment les marchés indiens vont ouvrir demain lundi, hein, le lundi 16 mai. Parce que l'Inde a annoncé qu'elle allait arrêter ses exportations de blé et ça pourrait avoir un impact sur les entreprises exportatrices. Donc, on risque d'avoir vraiment encore des séances très difficiles sur les actions indiennes. L'Afrique du Sud, encore une semaine difficile sur les actions sud-africaines. Voilà, et on a clairement un signe de faiblesse. Il ne faut vraiment pas que la zone des 60 000 points soit cassée sur l'Afrique du Sud, sinon ça pourrait commencer à devenir très compliqué. Alors, sur le Brésil, on a eu une belle remontée des actions brésiliennes, mais la tendance reste baissière. Elle reste baissière. Il faut revenir au moins au niveau des 120 000 sur l'indice brésilien. Là, pour le moment, on a eu un rebond technique sur la zone des 100 000, mais si jamais les 100 000 finissaient par être cassés, là, ça commencerait à sentir pas très bon sur les marchés boursiers brésiliens. Voilà, j'ai fini un petit peu sur les marchés actions. Donc, semaine difficile, même si ça s'est fini par des beaux rebonds en fin de semaine, mais c'est resté quand même une semaine difficile. On a quand même une tendance baissière de court terme, court moyen terme qui se poursuit sur l'ensemble des marchés boursiers. Même certains marchés comme l'Inde ou l'Afrique du Sud qui avaient bien résisté, là, en fait, finissent par plier à la morosité ambiante. Et encore, ce n'est qu'un début parce que je vais vous présenter maintenant les autres classes d'actifs. Et là, on peut clairement parler de bain de sang. Sur les métaux précieux, la situation devient de plus en plus compliquée. On va commencer par l'or. Semaine très dure, très dure sur l'or, hein, qui n'a fait que baisser. Ça a été une baisse continue de l'or. Toute la hausse liée à la guerre en Ukraine. Je rappelle que grâce à la guerre en Ukraine, l'or, qui est quand même une valeur refuge contre l'aversion risque, a cassé les 1850 pour aller inscrire un record, pour aller taper le plus haut historique à peu près à 2080-2090 $ l'once. Et là, ensuite, on a eu une baisse continue et qui s'est accélérée la semaine dernière, hein, puisque l'or est passé carrément de 1900 points à 1810 $ l'once et on a cassé les 1850 $ l'once, qui était un gros support qui a été cassé. Et là, on voit hein, cette baisse continue de l'or. Les prochains seuils à surveiller, c'est la zone des 1800 et les 1750 $ l'once. Donc là, voilà, il va falloir surveiller ça de très près. Alors, qu'est-ce qui explique cette baisse de l'or? Alors, selon moi, c'est pas lié à une baisse de l'aversion pour le risque. Hein. On voit que on a un risque d'extension du conflit entre la Russie et l'Ukraine hein, à d'autres zones géographiques. C'est plutôt la force du dollar et évidemment une partie des capitaux qui avaient fui l'euro
et les pays émergents qui étaient d'abord allés se réfugier sur l'or, maintenant ils vont sur le dollar. Donc on a un mouvement de flux de balancier qui explique en partie cela. Mais voilà, la situation est compliquée, graphique et compliquée sur l'or. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir à tout prix l'or sur le long terme? Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, ce n'est pas ma stratégie personnelle. J'en parlerai justement à la fin de ma vidéo lorsque je vous montrerai mon portefeuille personnel, mon portefeuille qui souffre, clairement, qui souffre. Hein. Voilà, je jette le pavé dans la mare. Hein. Mes pertes se sont creusées cette semaine, mais je vous présenterai ça en fin de vidéo plus en détail. Alors sur l'argent, là, ça a été une semaine très, 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 très dure. Là, on a, alors c'est pire que l'or, hein, pire que l'or. L'or, on a juste effacé la hausse liée à la crise ukrainienne, mais l'or reste très au-dessus de ces niveaux d'il y a 2 ans. Hein, je vous rappelle, hein, l'or, on est encore, vous voyez, on a le premier, on a cassé à la hausse la zone des 1700 $ l'once à l'issue de la crise du Covid. On a été chercher les 2100 donc vers juillet 2020. Ensuite, on a eu une longue consolidation on est venu recasser les 1850 $ suite à la crise ukrainienne pour revenir chercher les 2100. Ensuite, on a baissé, on est revenu casser les 1850, qui est un gros support, mais on efface juste la hausse liée à la crise ukrainienne. Mais on reste quand même encore dans ce range dessiné, dans ce range dessiné après la crise du Covid. Sur l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Sur l'argent, vous voyez, non seulement on a effacé la hausse liée à la crise ukrainienne, alors ça fait déjà 2 semaines qu'on a cassé ce niveau, mais en fin de semaine dernière, un jeudi et vendredi dernier, hein, le 12 et le 13 mai, on a cassé la zone des 22 $ l'once et on est en dessous. On est même venu tester les 20,50 $. Donc on est en dessous du niveau. On est en dessous du niveau des 21 $ que l'argent avait cassé après la crise du Covid lorsque les banques centrales ont fait de la planche à billets à gogo. Donc là, l'argent est en train de venir tester la zone des 20 $ l'once. Et alors là, si on casse à la baisse les 20 $ l'once, en fait, on aura comblé le gap haussier qu'on a observé après la crise du Covid. Et là, on reviendra finalement à des niveaux que l'on n'a plus vus depuis les années 2018-2019. Donc là, il y aura eu 2 années finalement de hausse de l'argent qui auront été complètement effacées. Alors, c'est déjà le cas au moment où je vous parle, mais si on casse à la baisse les 20 $ l'once, clairement, on sera dans des niveaux jamais vus depuis plus de 2 ans maintenant. Donc là encore, alors pourquoi l'argent est autant attaqué? Alors, il y a 3 raisons. La première raison, c'est la forte hausse du dollar, hein, exactement comme l'or. Hein. L'argent suit l'or à cause de la force du dollar, donc l'argent souffre. Mais il y a 2 raisons en plus qui expliquent la faiblesse de l'argent. La première, c'est la hausse anticipée des taux réels. Hein. On a eu d'abord une flambée inflationniste. Les banques centrales, surtout aux États-Unis, remontent les taux, donc les taux d'intérêt remontent, alors que l'inflation commence, on va dire, à plafonner. Hein. Le rythme de hausse des taux d'intérêt est maintenant supérieur au rythme de hausse de l'inflation. Donc ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt réels qui se réduisent, qui baissent. Et ça, c'est pas bon du tout pour l'argent, parce que l'argent est corrélé avec les taux réels. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'argent, contrairement à l'or, est un métal industriel. L'argent est le métal le plus conducteur en électricité qui existe. Or, on commence à voir apparaître une baisse anticipée de la croissance dans la plupart des grands pays de la planète. On a la Chine, clairement, à cause du confinement, mais également aux États-Unis et en Europe. Et ça, évidemment, qui dit ralentissement de la croissance, voire récession, dit évidemment faiblesse de la production industrielle future et donc faiblesse des besoins de la demande en argent. C'est ce qui explique la baisse de l'argent, donc baisse de l'inflation relativement au taux d'intérêt. Attention, hein, ce n'est pas une baisse de l'inflation en absolu, c'est une baisse de l'inflation relativement au taux d'intérêt, donc baisse des taux réels, hausse du dollar, baisse anticipée de la croissance, et là on a l'argent qui clairement souffre. Alors là encore, est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir l'argent? Pas forcément. Tout dépend en fait
de son horizon d'investissement. Alors, sur le palladium, clairement, ça a été une semaine épouvantable avec une baisse de 4% et la cassure du seuil des 2000 $ l'once du palladium. Donc, ça a été épouvantable sur le palladium. Ça a été vraiment une semaine noire sur le palladium. Là encore, hein, le palladium est fabriqué énormément en Russie et évidemment, à cause de ces problèmes de guerre, d'embargo et compagnie, bah, le palladium souffre clairement. Le platine, alors on a une semaine chaotique sur le platine qui baisse de 2%, mais par rapport aux autres métaux précieux, le platine résiste bien et pour le moment, il tient le seuil des 900 $ l'once de platine. Attention, hein, attention, si jamais on casse la zone des 900 $ l'once de platine, on pourrait avoir un crack, une baisse de 10% facile sur le platine. Donc, relativement aux autres métaux précieux, le platine a bien résisté, mais on a encore une tendance assez fragile. Donc voilà, hein, sur les métaux précieux, ça a été une semaine très dure, vraiment une mauvaise semaine, clairement une très mauvaise semaine. Sur l'argent, on n'est pas loin du bain de sang même. Voilà, c'est une semaine assez difficile sur les métaux précieux. Alors maintenant, on va passer sur les matières premières. Sur le pétrole, on a une semaine chaotique sur le pétrole, mais on a un pétrole qui tient bien, on n'est pas loin des 110 $ le baril, alors que le dollar ne cesse de se renforcer par rapport à l'euro. Donc ça, c'est lié à toutes ces menaces d'embargo, de coupure du pétrole entre la Russie et pas mal de pays européens. Et donc du coup, on voit le baril du pétrole qui monte, en réalité qui monte, alors qui stagne par rapport au dollar, mais comme le dollar n'arrête pas de s'envoler par rapport aux autres monnaies, ben, on a en fait un coût du baril de pétrole qui ne cesse de monter par rapport, enfin pour les pays importateurs autres que les États-Unis, mais notamment les pays importateurs européens, africains, asiatiques hein, et sud-américains. Le gaz naturel, alors on a eu une semaine chaotique hein, sur le gaz naturel, on a eu une baisse du gaz naturel sur la semaine écoulée, mais on a une volatilité qui est très 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 élevée et on peut très très bien avoir le gaz naturel qui reva vers les 10 000 points. C'est clairement pas à exclure. Hein. On a une semaine très volatile. On a eu une baisse cette semaine, mais qui est vraiment au prorata de la hausse exponentielle que l'on a vue. Sur le cuivre, alors le cuivre, finalement, il suit davantage, bien que ce soit une matière première, suit davantage les métaux précieux que les matières premières, on va dire, énergétiques et alimentaires, puisque le cuivre a baissé de 5% cette semaine. Alors l'explication, comme pour l'argent, le cuivre est un métal industriel et il est très sensible aux perspectives de croissance future. Et comme on a des anticipations de croissance qui sont revues à la baisse, on a le cuivre qui s'affaisse progressivement. Donc là, on est resté quand même longtemps, durant quand même plus d'un an, entre 4 et 5 $. Et là, on est en train de tester le canal bas, la zone des 4 $. Attention, si on casse la zone des 4 $, on pourrait avoir une accélération à la baisse du cuivre, comme on observe sur l'argent qui a cassé la zone des 21,50 $, 22 $. Pour le nickel, alors le nickel a baissé de 10% encore cette semaine. Hein, on se rapproche finalement. Là, on est en train, clairement, on est à 27 000 $ hein, pour la tonne, je crois, de nickel. Et là, on est en train de se rapprocher tranquillement de son niveau d'avant crise ukrainienne. Donc là, on a quasiment 95% de la hausse du nickel après la crise ukrainienne a été effacée. Et maintenant, voilà, le nickel continue à baisser. Alors, sur le blé, on a eu. Alors, au moment où je vous parle, hein, le blé a clôturé à 1175 vendredi soir. Donc, on a eu une hausse encore de 6% du blé la semaine dernière. Et là, malheureusement, il y a un vrai risque que le blé flambe, clairement, parce que les graphiques que je vous montre, c'était le vendredi soir, mais c'était avant l'annonce de l'Inde d'arrêter ses exportations de blé.
à destination du reste du monde. Hein. Là au moment où je vous parle, on est le week-end, là, le week-end du 15, du 15 mai. Hein. Là, il y a la panique, hein, je dis bien la panique chez les pays du G7 hein, qui ont haussé le ton contre l'Inde à cause de la fermeture du robinet d'exportation de blé. Donc, c'est pas exclu que le lundi 16 mai, on assiste à une nouvelle flambée des cours du blé, sachant que donc on a l'Ukraine, hein, c'est bloqué, c'est mort. En Ukraine, il n'y a plus d'exportation. L'Inde qui a décidé samedi de bloquer ses exportations de blé. Et un autre pays, alors là j'anticipe, pourrait commencer à peut-être couper le robinet, bah, c'est la France. La France qui est un très gros exportateur de blé et je ne sais pas si vous suivez l'actualité météo, hein, en France, c'est la sécheresse. Il n'a pas plu depuis quelques temps et à part des pluies d'orage que la météo annonce la semaine prochaine, on est parti, hein, les prévisions long terme prédisent un printemps et un été très sec sur l'Hexagone et on pourrait avoir de très mauvaises récoltes de blé dans l'Hexagone. Donc attention, on pourrait avoir des pénuries de blé, de pâtes notamment dans les supermarchés avec une flambée des prix du blé, comme on le voit déjà sur les marchés boursiers et par contagion, une flambée des prix de première nécessité, hein, de matières alimentaires de première nécessité, comme les pâtes et peut-être même le pain, hein, le prix de la baguette de pain qui pourrait finir par exploser à la hausse. Donc, attention, ça peut devenir compliqué. On pourrait avoir des phénomènes, alors c'est pas très drôle, hein, alors même si vous êtes trader, vous êtes spéculateur, investisseur, vous pouvez gagner de l'argent sur le blé. Moi, c'est une des rares positions où je gagne encore de l'argent là-dessus. Mais attention, il ne faut pas jouer avec ça. On peut avoir des phénomènes de famine, clairement, j'utilise le mot hein, de famine, dans beaucoup de pays de la planète et peut-être même dans les classes populaires des pays développés. Attention, c'est à prendre très au sérieux ce qui se passe en ce moment sur les matières premières alimentaires. Le maïs, pareil. Alors, le maïs a été plutôt flat cette semaine, mais on reste au niveau des records historiques jamais observés sur le maïs. Là encore, hein, hausse du blé, hausse du prix du maïs. Attention, la matière première à laquelle je pense, c'est la baguette de pain qui risque vraiment de flamber parce que mettez-vous à la place du boulanger. Les frais de transport augmentent à cause de la hausse du prix du pétrole. Son électricité, les fours, etc. pour chauffer le pain augmentent à cause de la hausse des prix de l'électricité et le prix du blé, du maïs, de la farine qui flambe à cause de tout ce que je vous ai expliqué, le boulanger il risque de ne pas avoir le choix et d'impacter à la hausse c'est le prix de la baguette. Et là, attention, là on touche quand même à un produit alimentaire très important dans énormément de pays de la planète, dont la France. Donc voilà, hein, sur les matières premières, c'est pas gai non plus. C'est pas gai non plus, c'est-à-dire que les matières premières qui baissent, comme le cuivre, le nickel, c'est pas forcément bon parce que ça présage d'un ralentissement de la croissance mondiale. Ça, c'est pas forcément bon. Et les matières premières qui flambent, ce sont des matières premières alimentaires dont on a besoin pour se nourrir, pour vivre dans la vie de tous les jours. Et pour le coup, celles-ci, elles flambent. Donc c'est assez, voilà, ça a été une semaine très douloureuse pour les matières premières, que l'on soit du côté investisseur, je pense notamment au cuivre et au nickel, ou du côté consommateur. Alors là, je pense plutôt au blé, au maïs qui vraiment explose à la hausse. Enfin, je termine sur les crypto-monnaies. Et alors là, ça a été la bérésina. Cette semaine, ça a été le Waterloo le Waterloo des cryptos. On a, voyez, j'ai même la larme à l'œil. Hein. Ça a été une semaine cauchemardesque sur le Bitcoin qui s'effondre littéralement, qui a défoncé la zone des 38 000 dollars. On a défoncé le bas de ce canal haussier que l'on a qui date de octobre 2020. Donc, on était dans un canal haussier, un large canal haussier qui date de près de 2 ans. Là, on l'a défoncé, on l'a atomisé à la baisse. Hein. Regardez un petit peu cet effondrement. Ça, c'est ce qui s'est passé
la semaine dernière, on l'a littéralement défoncé. Et jeudi dernier, hein, donc le jeudi 12 mai, on a littéralement défoncé, enfoncé la zone des 30 000 dollars par Bitcoin, et on est même revenu tester les 25 000 dollars par Bitcoin. On voit, c'est un support intermédiaire à la zone des 25 000 avant le prochain gros niveau qui est 20 000. 20 000, là, 20 000, c'est si on arrive à 20 000 dollars le Bitcoin, on revient aux années 2017. Hein. Donc là, on aura effacé quasiment 5 années de hausse, 5 années de hausse du Bitcoin. Donc là, on revient, c'est retour vers le passé. Hein. Mais déjà là, c'est très compliqué. Là, la situation sur le Bitcoin est très, très, très fragile. Voilà, on a cassé, hein, la zone des 30 000 a été cassée. Alors, on est revenu. On a terminé la semaine au-dessus des 30 000 dollars le Bitcoin, mais ce rebond est très très fragile. Hein. On peut très très bien revenir très vite à 26 000 dollars le Bitcoin en quelques heures. Hein. Ça peut aller très 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 vite maintenant. Voilà. Donc attention, hein, pas de all-in sur le Bitcoin. Hein. Acheter le couteau qui tombe, c'est très dangereux. Voilà, alors moi, je vous dirais un petit peu ce que j'ai fait sur mon portefeuille, mais vous voyez, hein, c'est très, très light ce que j'ai fait, hein, c'est très prudent. Mais attention, la tendance sur le Bitcoin, elle est très dégradée. Même chose sur l'Ethereum qui a cassé la zone des 2000 des 2000 dollars, et on a même été chercher la zone des 1700 dollars. Donc là encore, l'Ethereum s'effondre également. C'était une semaine noire pour l'Ethereum. Et c'est pareil, hein, j'enchaîne très vite sur les autres cryptos. Hein. Cardano, Litecoin, EOS, ça a été un bain de sang. Ça a été un bain de sang sur toutes ces cryptos qui ont connu des baisses de 20, 25, 30% sur une semaine. Sans parler, évidemment, si vous suivez un petit peu les cryptos, de la crypto Luna, qui est une des 10 plus grosses cryptos, qui s'est effondrée de 99,99%. Là, en gros, le Luna ne vaut plus rien. Alors ça, c'est lié à des rumeurs d'attaques spéculatives qui ont été faites par des fonds, des gros fonds. Et apparemment, derrière ça, il y aurait George Soros qui aurait parié à la baisse contre la crypto Luna. Donc ça a été une semaine vraiment cauchemardesque. Et moi, je pense à certains investisseurs, alors peut-être pas en France, mais certains investisseurs américains et anglo-saxons notamment, qui ont misé une partie de leur retraite sur les cryptos. Bah là, ça a été très, très, très compliqué. C'est une semaine vraiment noire sur les cryptos. Voilà. Donc, les prochains jours promettent d'être très difficiles, hein, très compliqués, très chaotiques. Alors, quelques conclusions avant de passer à mon portefeuille. La semaine a été très dure sur l'ensemble des marchés et carrément sanglante sur les cryptos et les métaux précieux, en particulier le palladium et l'argent en métal. Les actions ont été volatiles et malgré un beau rebond en fin de semaine, les risques de baisse ne sont pas encore terminés. Certains indices, notamment comme le Nasdaq, la purge n'est pas du tout finie. On pourrait avoir de nouvelles accélérations baissières dans les prochaines séances. Alors, les obligations gouvernementales, là, ça a été un peu le calme. Elles ont bien rebondi, mais pour moi, c'est encore un rebond technique parce que le cycle de resserrement monétaire est loin d'être terminé aux États-Unis. Il n'a même pas encore commencé en Europe. Donc, on pourrait avoir une poursuite de la hausse des taux les prochaines semaines. Et enfin, très mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation. L'euro continue son inexorable chute contre le dollar et se rapproche de la parité. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant que chaque point que l'euro perd, c'est autant d'inflation importée en plus. Voilà un peu donc une semaine très difficile, une actualité géopolitique compliquée, un risque d'extension du conflit entre la Russie, l'Ukraine, avec la Transnistrie, des tensions qui montent entre la Russie et la Suède, la Finlande. On a aussi la Turquie qui a haussé le ton contre la Suède et la Finlande. Enfin bref, c'est très, très, très compliqué. En marge de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, on a des tensions
entre Monsieur Zelensky, donc le président de l'Ukraine, et Emmanuel Macron, donc le président français et le président par intérim de l'Union européenne. Zelensky estime que Emmanuel Macron n'en fait pas assez. Apparemment, au moment où je vous parle, selon les télévisions ukrainiennes, Emmanuel Macron essaye de convaincre Zelensky d'accepter de céder certaines parties du territoire ukrainien aux Russes, notamment la Crimée. Alors là encore, hein, c'est du conditionnel. C'est je mets voyez, je mets la main, je parle en off, hein, mais selon les télévisions ukrainiennes, apparemment, il y aurait de l'eau dans le gaz, hein, à propos du gaz, justement, il y aurait de l'eau dans le gaz dans les relations franco-ukrainiennes. Tout ça, c'est compliqué, c'est difficile, ça promet encore des semaines assez pénibles dans le futur. Alors, un œil sur mon portefeuille. Alors, mon portefeuille, très clairement, moi, je vais être cash avec vous. Ça a été une semaine difficile sur mon portefeuille. J'ai eu des performances négatives, clairement. Au moment où je vous parle, mon portefeuille est en baisse de moins 2,4% depuis le début de l'année. Ça y est, hein, j'ai effacé aussi tous mes gains depuis le début de l'année. Je suis même en perte de 2, à peu près, on va dire 2,5% depuis le début de l'année. J'ai pas honte de le dire. Hein, moi, c'est sur cette chaîne, c'est toujours facile. Vous avez beaucoup d'influenceurs qui ne vous parlent que des bons coups qu'ils font. Hein. Ils ont comme par hasard, ils ont vendu au plus haut, ils ont acheté au plus bas, ils ont acheté des poutres quand il fallait, ils ont vendu là où il fallait. Enfin bref, ils ont fait ce qu'il fallait quand il fallait. Bon, moi j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Hein. Un investisseur qui achète tout le temps au plus bas et qui vend tout le temps au plus haut. Personnellement, j'ai 20 ans d'expérience dans les marchés et voilà, ça c'est difficile. Moi, je pense que beaucoup de gens ne vous montrent que les bons coups qu'ils ont faits. Moi, je suis cash avec vous. J'ai fait des bonnes actions, mais j'en ai fait des mauvaises. Et voilà. Enfin, après, moi, c'est vrai que j'ai pas de produit à vendre, donc j'ai pas. Moi, je ne vends rien. J'ai pas de formation à vendre. J'ai pas voilà. Je suis pas gérant non plus de fonds. Je n'ai pas un fonds dans lequel je gère de l'argent dans un fonds que j'ai créé. Donc évidemment, je vous dis les choses telles quelles. Et j'ai énormément souffert. Alors, je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé sur mon portefeuille et ce que j'ai fait. Alors, sur le plan des plus-values réalisées, bah, cette semaine n'a pas été si mauvaise pour moi. J'ai continué à réaliser des plus-values. Donc, donc, on a des plus-values réalisées aujourd'hui qui s'élève à 450 € depuis le début de l'année, depuis janvier 2022, j'ai un stock de plus-value réalisé qui s'élève à 450 €. Donc, j'ai continué à réaliser des plus-values cette semaine, mais regardez, hein, mon ratio gain-perte, il passe sous le seuil des 1 pour 1. Donc, pour le moment, c'est-à-dire que j'ai une perte moyenne de 9,82 € par position, alors que j'ai un gain moyen de 9,68 € par position. Donc là, globalement, on a un ratio qui tombe en dessous des 1. Donc ça, ce n'est pas un bon signe. On a un taux de réussite qui est à 57%. On est au-dessus de 50% de pourcentage de positions que je clôture qui sont en gain. Mais on baisse clairement, on est en train progressivement de dégrader la tendance. Alors pour le moment, je continue à réaliser des plus-values, à mettre à l'abri une partie de mon portefeuille, mais la tendance, vous voyez, elle se dégrade. On voit, hein, mon portefeuille a très bien augmenté jusqu'en avril, et on voit que depuis fin avril, la tendance des plus-values réalisées, elle est toujours haussière, mais elle est de plus en plus fragile. Alors là où c'est vraiment pas bon, c'est au niveau de la valeur liquidative. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ferme toutes mes positions et que je retire mon argent de la bourse, mon portefeuille boursier tombe à peu près on est autour de 24 400 €. Je rappelle que j'ai investi 25 000 €. Donc on est à 24 400 €. Donc là, la valeur liquidative qui était négative déjà, qui avait fini
la semaine du 6 mai en négatif à moins 0,66%. Et bien là, cette semaine, j'ai eu 2% de baisse en plus rien que sur la semaine dernière. Et donc là, la valeur liquidative de mon portefeuille est à moins 2,4% depuis le début de l'année. Donc ça a été une semaine difficile, vous voyez, je ne m'en cache pas. Évidemment, cela s'explique en grande partie à cause de l'argent. Je vous avais dit, hein, moi, j'avais parié, et là je suis cash avec vous, j'avais parié que l'argent allait rebondir sur la zone des 22 $ l'once, qui est un support qui tient depuis 2 ans. Pas de chance. Le support a littéralement été pulvérisé, puisqu'on a enfoncé les 22 $ l'once, on a enfoncé les 21,5 $ l'once, on a même enfoncé les 21 $ l'once pour venir à 20,5 $ l'once. Clairement, l'once d'argent a connu un véritable carnage. Alors, à part les cryptos qui ont été littéralement saignés à blanc, l'argent est clairement le métal qui a le plus sous-performé par rapport à quasiment tous les actifs. Donc, évidemment, moi, j'ai investi une bonne partie de mon patrimoine sur l'argent métal parce que j'estime que c'est un voilà, l'argent est l'actif le moins surévalué par rapport au CAC 40, au Dow Jones, au Nasdaq, etc., etc. Et parce que, pour moi, si demain on a un reset monétaire, un effondrement des monnaies, ce qui n'est pas exclu, l'argent comme l'or, pour moi, seront des actifs qui seront les plus recherchés, qui offriront le meilleur rempart contre un risque d'effondrement monétaire. Donc voilà, donc je persiste, hein, je n'ai pas changé de point de vue sur l'argent, mais au moment où je vous parle, je souffre, mon portefeuille souffre énormément. Ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est voilà, je vous le dis avec toute l'humilité. Voilà, pour le moment, en tout cas, mes paris ne sont pas du tout respectés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait pas mal d'arbitrage notamment des actions vers les métaux précieux. Et le côté positif, parce qu'il faut voir quand même le côté positif, c'est que j'ai pas réalisé de moins-value. Globalement, alors j'ai soldé des positions avec des pertes, hein, j'ai réalisé des pertes la semaine dernière, mais j'ai aussi réalisé des gains. Et globalement, en fait, j'ai davantage réalisé de plus-value que de moins-value. Donc la valeur en espèces de mon portefeuille a augmenté. Côté positif, c'est que ma couverture consommée n'a pas explosé à la hausse. On est autour des 2000, entre 2000 et 2500 euros de couverture utilisée durant cette semaine. Donc finalement, la couverture utilisée est toujours inférieure à 10% de la valeur de mon portefeuille. Donc j'ai pour le moment utilisé que 10% de la couverture à laquelle j'ai droit pour passer des ordres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore du mou, j'ai encore assez de liquidité dans mon portefeuille pour investir si jamais les marchés continuent à baisser. Donc ça, c'est plutôt côté positif. Vous voyez, le côté négatif, évidemment, c'est la valeur liquidative de mon portefeuille qui a énormément baissé. Aujourd'hui, hein, si je devais publier ma performance depuis le début de l'année, je suis à moins 2,4%, 2,4% de perte depuis le début de l'année, donc net de frais. Hein, donc si j'enlève les frais de courtage et tout, je suis à moins 2,4%. Clairement, voilà, j'annonce la couleur. Ça, c'est le gros point noir. Il y a des points positifs. Premier point positif, c'est que j'ai quand même réalisé des plus-values. J'ai quand même un stock, vous voyez, si vous regardez derrière, j'ai un stock de plus-value que je peux encore réaliser pour alléger mon portefeuille. Donc, j'ai encore un peu du mou au niveau de la capacité à réaliser des plus-values. Et j'ai aussi du mou à investir en plus, puisque je n'ai utilisé que 10% de ma couverture. Vous voyez, je n'ai consommé que 2200 euros de couverture. Et ça, c'est plutôt positif parce que j'ai de la marge pour investir si jamais les marchés continuent à dégrader. Donc ça, c'est le deuxième point positif. Troisième point positif, c'est que j'ai profité de la semaine pour baisser, ce que j'appelle baisser mes points morts. Alors le point mort ou le prix de revient, c'est le prix
à partir duquel vous commencez à gagner de l'argent sur votre position. Donc là, j'ai joué sur le Dow Jones, le CAC 40, l'argent et le Bitcoin et l'or. Donc j'ai joué un petit peu sur ces cinq actifs là. Alors sur le CAC 40, comme prévu, je pensais que le CAC 40 allait casser la zone des 6200 points pour aller tester la zone des 6100. Effectivement, je ne me suis pas trompé, puisque alors que j'étais dans le rouge sur le CAC 40 il y a une semaine, bah là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai acheté du CAC 40 à 6088 points et j'en ai profité lorsque le CAC 40 a rebondi pour alléger mes positions prises à 6088 points et vendre à perte des positions qui étaient à 6004, 6005, etc. Donc cela a eu pour effet de baisser mon prix de revient, mon point mort sur le CAC 40, qui passe de 6269 points à 6088 points. Ça veut dire que le CAC, en fait, maintenant, tant que le CAC 40 reste au-dessus de 6088 points, eh ben, je suis dans le vert. Je suis dans le vert, je suis gagnant sous le CAC 40 tant que sa valeur reste au-dessus de 6088 points. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que finalement, depuis le début de l'année, depuis janvier 2022, bah, en fait, le CAC 40, il n'a quasiment jamais été sous 6100 points. Et j'ai réussi à ramener le point mort du CAC 40 à 6088 points. Je rappelle qu'il y a encore un mois, mon point mort sur le CAC 40 était à 6600 points. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, c'est ça le money management. Le money management, c'est pas de se focaliser seulement sur la valeur liquidative de son portefeuille. Alors ça, c'est très important puisque c'est ce qu'on affiche, un petit peu aux autres. Mais c'est important, c'est de regarder d'autres seuils, d'autres indices pour mesurer la santé de votre portefeuille, la couverture utilisée. Est-ce que vous consommez énormément de couverture? Ça, c'est important pour savoir si vous avez un risque d'avoir un appel de marge. Les plus-values réalisées, est-ce que vous êtes obligé de réaliser des moins-values pour alléger votre portefeuille? Moi, dans mon cas, non. Et j'ai encore un stock de plus-value que je peux liquider si j'ai besoin de m'alléger. Et enfin, troisièmement, ce sont ce que j'appelle les prix de revient. Donc là, j'ai pas mal baissé mon prix de revient sur le CAC 40. J'ai également baissé mon prix de revient sur le Dow Jones de 1000 points cette semaine. Et donc, j'ai passé mon prix de revient de 32 841 sur le Dow Jones à 31 972 points. Donc ça aussi, c'est très, très bien. Et mes positions sur le Dow Jones passent dans le vert. J'étais dans le rouge il y a 10 jours. Là, je passe dans le vert. Je suis, puisque le Dow Jones cote au-dessus de 32 100 points au moment où je vous parle. Et moi, mon prix de revient est à 31 972 points. Ça, c'est plutôt très, très bien. Sur l'or, alors sur l'or, je suis dans le négatif, clairement. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pu baisser mon prix de revient de l'or de 1880 dollars l'once à 1860 dollars l'once. Donc ça a été aussi bien. J'ai réussi aussi à baisser mon prix de revient sur le métal jaune. Sur l'argent, alors sur l'argent, comme indiqué la semaine dernière, j'ai renforcé sur la zone des 21 dollars 70, 22 dollars l'once. Malheureusement, le scénario adverse s'est produit pour moi. Je vous avais parlé un petit peu des générateurs de scénarios économiques. Donc, mon générateur de scénario m'a indiqué que j'avais à peu près 20%, 25% d'enfoncer la zone des 22 dollars l'once et 10% même d'enfoncer la zone des 20 dollars l'once. Bah là, typiquement, on est dans les 22, on est en dessous des 22 dollars l'once, donc on est dans les 25% de scénario adverse. Pas de chance pour moi. Donc actuellement, l'argent se situe à 21,09 dollars l'once. L'avantage de ça, c'est que j'ai pu baisser fortement mon point mort de l'argent qui passe qui passe de 24,84 dollars à, excusez-moi, il y a une petite erreur de frappe. C'était le point mort, mon point mort de l'argent était à 24,84 dollars l'once et il baisse à 23,15 dollars l'once. Donc j'ai réussi à baisser
le prix de revient, mon prix de revient sur l'once d'argent de 1,70 $. Donc 1,7 $. Donc ça a été pas mal. Je baisse encore progressivement mon prix de revient et je garde des munitions. Je garde des munitions au cas où l'argent venait à casser les 20 $ l'once. Donc là, ma prochaine cible, ma prochaine stratégie consistera à me renforcer encore sur l'once d'argent au niveau de la zone symbolique des 20 $ l'once. Voilà. Mais vous voyez, j'avance lentement. Je ne fais pas un all-in. Progressivement, vous voyez, je charge mon portefeuille de métaux précieux parce que moi, je pense qu'à long terme, avoir des métaux précieux en portefeuille, ça peut être que positif. Et enfin, je termine par le Bitcoin. Alors, la semaine a été sanglante sur les cryptos et j'en ai profité pour renforcer mes positions sur le Bitcoin, puisque j'ai racheté du Bitcoin à peu près 29 000 $, 29 300 $ le Bitcoin. Alors attention, hein, toute chose étant égale par ailleurs, hein, j'ai acheté 0,01 Bitcoin. J'ai pas acheté, j'ai pas fait un all-in sur le Bitcoin parce qu'il peut encore s'effondrer de 50% sans problème. Mais l'avantage, c'est que je baisse mon point mort sur le Bitcoin qui passe de 40 605 $ à 35 494 $ sur le Bitcoin. Donc ça, c'est aussi positif. Donc j'ai réussi à chaque fois à baisser mes points morts, mes prix de revient sur tous ces actifs. Alors, en conclusion, moi, je pense que sur le long terme, les métaux précieux ont quand même de beaux jours devant eux, car je ne crois pas que les banques centrales aient les moyens de continuer à monter les taux au vu du niveau d'endettement de tous les acteurs économiques. Là, c'est bien, on panique, il y a de l'inflation, on monte progressivement les taux. Maintenant, le seuil de douleur, on va très très vite l'atteindre. Du temps de Paul Volcker, on a monté les taux à 18% en 80. Du temps d'Alan Greenspan, on a monté les taux à peu près à 6,5%. Autant dans les années 2000. Dans les années 2008, la Fed a monté ses taux à 5,5%. Et en 2018, on a monté les taux à peu près à 3%. Là, on est à 1%. Et regardez un petit peu, on a les marchés commencent déjà à criser. Donc, je vois mal, pour moi, sur le long terme, comment les banques centrales vont pouvoir continuer à monter les taux sans entraîner un immense bain de sang sur l'ensemble des classes d'actifs. Et quand je dis bain de sang sur l'ensemble des classes d'actifs, c'est fortune de Elon Musk, de Bernard Arnault divisé par 3 ou 4. Bon, est-ce que ces gens-là ont envie de voir leur fortune divisée par 3 ou 4? Et est-ce que les autorités monétaires ont suffisamment de force pour accepter de subir le courroux, on va dire, de ces grandes fortunes. Voilà. Alors, je parle des grandes fortunes, mais je parle aussi de tous les autres acteurs. Hein. Tous les acteurs sont endettés aujourd'hui. Hein. Toutes les personnes qui ont acheté de l'immobilier à taux variable. On a l'immobilier en Europe qui peut s'effondrer si jamais les taux montent trop haut. On a les fonds de pension. La plupart des fonds de pension anglo-saxons sont investis sur les actions, sur le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq. Est-ce que les banques centrales ont envie de provoquer la ruine des retraités américains et anglais? Question. En France, en Europe, on a les assurances-vie. 80% de l'encours des assurances-vie, donc qui constitue quand même la majeure partie de l'épargne des Français est dans l'assurance-vie, et 80% des encours est placé en obligation. Donc, si jamais les taux montent trop, si Christine Lagarde laisse les taux monter trop, on va avoir de grosses moins-values sur les portefeuilles des assurances-vie, moins-values obligataires sur les assurés. Les assureurs ont l'obligation, notamment sur le fonds euro, de garantir le capital. Est-ce que les assureurs auront les reins suffisamment solides pour supporter des moins-values de 10, 20, 30%, des moins-values latentes sur leur portefeuille obligataire? C'est des questions que je pose. Ça va être compliqué. Donc ça, voilà. Moi, pour toutes ces raisons, j'ai du mal à penser que les banques centrales aient la capacité de monter les taux à 4, 5, 6%.
Voilà. Donc, c'est pour cela que sur le très long terme, je pense que les métaux précieux ont de bons jours, de beaux jours devant eux. Néanmoins, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, en particulier les vidéos que j'ai fait sur le money management, c'est très dangereux de faire un all-in sur un actif aussi solide soit-il. L'argent, vous voyez, hein, preuve en est, hein, moi j'avais parié que l'argent allait rebondir sur 22 $ l'once, il en a rien été. La zone des 22 $ a été enfoncée comme dans du beurre. L'argent a cassé cette zone-là. Il reste la zone maintenant symbolique des 20 $ l'once qui a 20% au moment où je vous parle, qui a 20% de chance d'être cassé à la baisse à cause notamment de la corrélation positive qui existe entre l'euro-dollar et l'once d'argent et l'euro-dollar maintenant, au moment où je vous parle, à 40% de chance d'aller chercher la parité. Et là, on peut très très bien avoir en fait 1 euro égale 1 dollar et une once d'argent égale 20 $ égale 20 euros. Et ça c'est un chiffre rond et on pourrait très très bien arriver à ces niveaux-là par le jeu des corrélations entre les différentes classes d'actifs. C'est pourquoi j'ai certes augmenté de 50% mon exposition sur l'argent et de 30% sur l'or, mais les deux métaux peuvent techniquement descendre encore plus bas qu'aujourd'hui et il faut que j'ai des réserves derrière pour continuer à investir si jamais ces métaux précieux continuent à baisser. Alors, je termine maintenant cette vidéo par les conseils de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, moi, j'ai pas la prétention de vous dire d'acheter à tel niveau et de revendre à tel niveau. Hein. C'est voilà, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Par contre, moi, je peux vous rappeler ce qu'il ne faut surtout pas faire. Premier point, ne pas paniquer et ne pas bazarder tout son portefeuille. Souvent, on voit des personnes qui n'ont connu que la hausse des marchés, qui commencent à voir apparaître des moins-values dans leur portefeuille. Et la première chose, le premier réflexe humain qu'on peut avoir, c'est de paniquer et de tout vendre. De tout vendre, vraiment de faire des ventes paniques, de tout bazarder, de dire j'en ai marre, je suis dégoûté, je suis écœuré des marchés, des placements et de tout bazarder. Ça, c'est la première chose à ne pas faire, c'est de vendre sous le coup de la panique. Alors, faire des ventes stratégiques, oui, moi j'en ai fait, j'en ferai encore sans doute. Vendre pour faire des arbitrages, pour faire tourner son portefeuille, clairement, c'est intéressant, c'est important même. Mais vendre, faire des ventes paniques, ça, c'est souvent source de regrets pour plus tard. Et ça, clairement, je le déconseille. Donc, première chose. Deuxième chose, ne surtout pas faire de all-in, en particulier sur un seul actif. Si vous voyez un actif qui a atteint des niveaux jamais vus depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la tentation, c'est de mettre le paquet en se disant ça y est, on a touché le point bas, on va essayer de rattraper le couteau qui tombe, d'acheter l'actif en pensant que c'est le point bas avec du levier, en faisant un all-in, on fait tapis. Et là, le risque, eh ben, c'est d'avoir un appel de marge et de devoir couper toutes ces positions en catastrophe sous la pression du broker, de la banque qui vous oblige à couper toutes vos positions. Voilà. Ça aussi, c'est la deuxième grosse erreur à ne pas faire. Et c'est pas facile, c'est tentant. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc. J'étais tenté, j'avais envie, hein, ça me démangeait des mains, de faire un all-in sur l'argent à 22 $ l'once. J'avais vraiment envie de le faire. Je me disais, oh là là, ça fait depuis 2 ans, à chaque fois qu'on touche 22 $ l'once, on repart comme en 40. Voilà, j'avais une fenêtre de tir, là, je faisais un all-in sur l'argent à 22 $ l'once, l'argent partait à 25 $ l'once. Bah là, mon portefeuille, il prenait, là, je partais à 30 000 $, enfin 30 000 euros, mon portefeuille passait de 25 000 à 30 000 euros, là, voire même 35 000 euros. Là, j'éclatais tout. En quelques jours, je pouvais gagner 10 000 euros facile. Par contre, si jamais je l'avais fait avec un dollar, un argent qui est tombé en dessous de 21 $, voire 20,50 $ once d'argent, bah aujourd'hui, je ne serais pas à moins 3%, enfin moins 2,5% de baisse depuis le début de l'année. Je serais à moins 60, moins 70% de baisse. Je serais au lieu d'être à 24 400 euros de valeur liquidative de mon portefeuille, bah, je serais sans doute à 10 000 déjà. Hein. Donc, j'aurais déjà perdu quasiment plus de 50%
de valeur de mon portefeuille. Donc, surtout, ne pas faire de all-in, en particulier sur un actif. Enfin, troisième conseil que je vous donne, évitez de moyenner à la baisse des actifs qui peuvent tendre vers zéro. Alors, les actifs qui peuvent tendre vers zéro, je pense aux actions individuelles. Ça peut être n'importe quelle action, n'importe laquelle, je ne vais pas citer de nom, mais une action, quelle qu'elle soit, elle peut faire faillite. L'entreprise peut faire faillite. Pensez à Eurotunnel, qui est quand même l'action, qui est quand même une entreprise qui a fait le tunnel sous la Manche. C'est pas rien, c'est pas la petite start-up, qui a quand même été à l'origine du tunnel sous la Manche, la plus grande invention humaine d'histoire d'homme depuis la nuit des temps. Un tunnel qui traverse une mer. Eurotunnel qui a été à l'origine de ça. L'action Eurotunnel est passée de 10 dollars, 10 euros l'action à 1 centime. Vous voyez, perte de 99, plus de 99% de sa valeur. L'action ne vaut plus rien, alors que l'entreprise a été à l'origine d'une des plus grandes prouesses de l'histoire de l'humanité. Donc, on peut très très bien avoir un jour un Tesla à 1 centime, enfin 1 euro l'action. Ça peut arriver. Il faut jamais rien exclure. Donc, ne jamais moyenner à la baisse des actifs individuels qui peuvent tendre vers zéro. Donc, je pense aux actions, mais aussi aux cryptos. Regardez la crypto Luna. Luna a perdu 99% de sa valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un tapis all-in sur Luna. Le surlendemain, elle a encore reperdu 99% de sa valeur. Donc, ne pas moyenner à la baisse des actifs qui peuvent tendre vers zéro, mais moyenner à la baisse si vous voulez faire cette stratégie, et c'est une stratégie que je fais moi, je ne vous en cache pas, faites-le sur des indices très larges comme le CAC 40, le Dow Jones, voyez, ou sur des actifs tangibles dont on aura toujours besoin pour vivre, l'or, l'argent, le blé, le pétrole, ça, on aura toujours besoin de toutes ces matières premières pour vivre, à condition, moyenner à la baisse, à condition de maîtriser son levier et de jouer sur le long terme. Il ne faut pas acheter, moyenner à la baisse et ensuite paniquer parce que vous commencez à avoir des moins-values. Il faut à la limite, vous fermez votre portefeuille, vous partez en vacances en sachant que de toute façon, vous n'avez pas misé plus que l'argent qu'il y a à votre banque. Pas avec des gros effets de levier. Voilà. Si vous faites ça, tôt ou tard, vous allez récupérer votre mise et même vous allez finalement gagner de l'argent. Vous allez finir par enregistrer des plus-values sur vos portefeuilles. Voilà un petit peu pour ce point de marché, hebdomadaire qui a été assez long, assez franc aussi. Voilà, je ne vous ai pas vendu du rêve, c'est plutôt du sang et des larmes. Je l'ai intitulé cette vidéo Winter is coming, mais bon, j'aurais pu aussi dire l'intitulé du sang et des larmes. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'un autre point hebdomadaire, si on continue à avoir des séances comme celles que l'on a observées. Voilà, toujours est-il que je vous ai présenté ma situation avec une grande franchise parce que je souffre, voilà, très clairement. Voilà, je suis en moins-value depuis le début de l'année. Je vous explique pourquoi je suis en moins-value et je continuerai à vous présenter l'évolution de mon portefeuille et aussi les actions que j'entreprends sur mon portefeuille. Voilà, écoutez, en tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Reposez-vous, prenez bien soin de vous. Moi, je vais sans doute aller pour me distraire un petit peu et oublier un peu ces marchés un peu pénibles. Je vais aller jouer avec mes filles. Voilà, donc prenez bien soin de vous, profitez un petit peu de vos enfants. Voilà, de votre compagne, votre compagnon. Voilà, profitez un petit peu de votre famille. Déconnecter un peu par rapport au marché. C'est aussi ça fait partie aussi voilà, d'avoir une bonne santé mentale avant de remettre la tête dans le guidon. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas se rendre malade non plus. Voilà, ce n'est que des bon voilà, il faut relativiser. Même si on perd, c'est pas facile.
voilà, ce n'est que des chiffres sur un compte bancaire. C'est facile de dire ça. Hein. Bon, j'en suis le premier à souffrir, mais voilà, il faut prendre de la hauteur, prendre du recul, revenir aux choses fondamentales de la vie, hein, la santé, la famille, les amis, les enfants. Et voilà. Moi, je souhaite une bonne fin de week-end en attendant de vous retrouver pour un nouveau point hebdomadaire en fin de semaine prochaine ou le week-end prochain. Voilà, à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et bonne fin de week-end. Salut tout le monde.